Bon, je vais commencer. Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, On m'entend bien, oui, oui. Oui? Très bien, Oui, tout à très fait. bien. Bonjour. J'ai l'impression d'être toute seule. Mais non, on est très nombreux. On est là. Oui, 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 ça fait plaisir d'entendre du monde. Bonjour à tous. Donc ça fait plaisir, que de me rejoindre aujourd'hui. Ça fait un moment que je voulais organiser ce webinaire et c'est vrai que le temps me manquait, ça passe. Et déjà, pourquoi ce webinaire? Les tissus digitaux, c'est un sujet un peu technique, mais je constate souvent que les marques ont tendance à s'engouffrer dans la création des modèles, sans vraiment prendre le temps de constituer en amont leur bibliothèque de base, de formes, de matières digitales, de penser au process en amont. Et pourtant, ce sont des étapes très, très importantes et même clés pour le succès de l'intégration de la 3D au sein de votre marque. Donc pour moi, c'était vraiment nécessaire, d'en parler, de montrer pourquoi c'est si important de s'attarder, entre autres, sur, les matières digitales. Et donc je suis ravie que vous soyez présents à ce webinaire. J'espère que ça vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire, mettre vos questions. Il y a des moments où ça risque d'être un peu technique, donc j'ai vraiment essayé que ce soit le plus, abordable possible et de rester dans une sorte d'introduction, de ne pas trop rentrer dans les détails. Donc voilà. Juste pour une petite information afin que les personnes qui n'ont pas pu, se rendre à notre rendez-vous, j'enregistre donc, notre webinaire, donc je préfère vous prévenir en amont. Allez, on commence. Donc avant de commencer, si je vous demanderais donc juste de couper vos micros et vos caméras, la majorité l'ont fait. C'est juste pour, être sûr que, on ait un bon flux au niveau, internet. N'hésitez pas donc à poser vos questions, dans le chat et puis si jamais vous avez quoi que ce soit, un problème, vous pouvez utiliser le bouton «Lever la main». Sommaire. Donc forcément, une petite introduction. Comment est-ce qu'on va créer, la bibliothèque? On va partir dans le détail, le visuel de la matière. On va parler des propriétés physiques et l'importance des matières digitales et forcément une petite conclusion. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandra Buor. J'ai été dans le monde du prêt-à-porter, et dans l'uniforme pendant un peu plus de 15 ans en tant que développeur produit. J'ai beaucoup aussi travaillé en usine, pour vérifier, le bien-aller et tout le côté qualité, et en tant que chef de projet, notamment pour les uniformes. Et donc depuis 1 an et demi, j'ai changé de voie en arrivant chez Fit Retail, tout simplement parce que j'étais séduite par la 3D. Et donc je suis en charge du département des technologies, liées au design et à la 3D, entre autres. Pour ceux qui ne me connaissent pas Fit Retail, je fais juste, une petite présentation flash. On est un cabinet de conseil dans l'intégration des solutions digitales pour la mode et le retail. On intervient exclusivement dans l'industrie du textile, donc on va aller voir le luxe, le prêt-à-porter, le retail, les accessoires et on va se pencher vraiment sur comment optimiser la fluidité de l'information, sur l'ensemble du circuit du produit. Donc ça va de sa conception à, sa production, sa publication sur internet et sa mise en boutique. Donc on va avoir des logiciels, comme les PLM, le RP, la 2D, la 3D, entre autres. Alors, quand vous êtes inscrit, à ce webinaire, on avait, posé une petite question, lors de votre, pour savoir un petit peu comment, où est-ce que vous en étiez sur la 3D. Donc il y avait, soit je m'informe, soit je suis en cours de déploiement, soit je suis intégrée à la 3D. Il y a 80 qui sont curieux, qui, sont peut-être tout au bout de l'aventure, mais qui préfèrent rester sur je m'informe. D'autres, donc on a 16 qui sont, en cours de déploiement, ça commence et 4 qui sont déjà 3D intégrés. Donc c'est pour montrer aussi un peu, le reflet de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la 3D, c'est que ça reste encore très nouveau au sein, de l'industrie de la mode, même si le secteur, par exemple, du sportswear est, déjà très intégré en 3D. Je pense que la mode en elle-même, ça reste encore très précurseur. On passe, donc à la suite. Donc la 3D sert pour l'ensemble du circuit du produit. Donc je vais vous montrer un peu l'ensemble, ce que la 3D vraiment peut apporter. Donc
Beaucoup vont savoir que, enfin la majorité pense que ça va vraiment importer sur la création d'un modèle et sur le développement, mais ça va vraiment au-delà. Donc on va s'inspirer, on va pouvoir utiliser donc la 3D pour regarder les volumes, pour tester les matières, pour modifier des carry-over sans forcément passer par un process traditionnel. Ensuite, dans le développement, ça va permettre de valider le modèle auprès du modéliste. Il va pouvoir faire quelques petites modifications instantanées en amont de l'essayage. Parce que quand c'est monté, on voit tout de suite des petites imperfections qui permettent déjà d'améliorer avant de présenter au studio et de faire ensuite les modifications liées au style. Ça rend aussi une prise de décision beaucoup plus rapide. Ensuite, quand on va arriver à la présentation de la collection, on va pouvoir présenter donc un modèle physique, en tout cas c'est comme ça que je le préconise, avec des variantes digitales de couleurs sur différentes matières. On va pouvoir aussi pousser le modèle sur des turntables 360. Donc un turntable, c'est des vues en 360 degrés. Ça va être une prise de vue comme un petit film où on tourne autour du modèle. Et puis on peut aussi créer des défilés virtuels et voir plus en détail le produit. En production, on va pouvoir vérifier le bien-aller sur les toutes tailles, ce qui est difficile aujourd'hui, puisque quand on a besoin de faire des essayages, il nous faut des mannequins cabines. Et de manière globale, on va toujours avoir un 36-38. C'est ce qu'il y a le plus sur le marché. Et si on veut partir sur des tailles un peu extrêmes, c'est compliqué. Avec la 3D, c'est possible, puisqu'on peut avoir tous les gabarits, les morphologies qu'on souhaite en fonction de son marché. Pour ce qui est du marketing, on a la possibilité donc de faire des photoshoots, de faire des mises en scène du produit. Donc on sort un petit peu du périmètre du prêt-à-porter, de la mode, mais on va quand même utiliser la 3D et permettre d'éviter des déplacements, de faire toute une mise en scène, de faire voyager tout le monde à l'autre bout du monde et pour le coup économiser forcément un peu son budget sur cette partie. Et pour finir, on a tout le côté e-commerce, donc la présentation des produits en détail, permettre aussi de pousser son modèle 3D en essayage virtuel, puisqu'on a la possibilité d'avoir des avatars personnalisés aux clients et de faire ces essayages en ligne. Voilà, donc ça c'est vraiment une vue globale du circuit du produit avec la 3D. Donc, lorsqu'on souhaite partir sur un projet comme l'intégration de la 3D, eh bien, plusieurs étapes sont nécessaires. Déjà, il faut bien définir le pourquoi on souhaite utiliser la 3D. C'est important de déterminer ses ambitions à court terme, à moyen terme, à long terme, parce que ça va permettre d'écrire votre carte de route sur comment est-ce que vous allez la déployer. Ensuite, c'est le choix de l'éditeur. C'est vraiment important de passer en deuxième étape parce que en fonction de ses attentes, chaque éditeur va vous permettre d'avoir chacun a ses avantages et ses inconvénients. Donc, il faut bien solliciter tous les éditeurs pour construire votre comparatif et pour vous aider à prendre votre décision. Après, ce qui est bien aussi, ce que je recommande en tout cas, c'est d'écrire un macro process pour définir comment on va intégrer cette nouvelle technologie dans le circuit du produit. On ne sait pas encore exactement comment on va le faire, mais ça permet de mettre ces cases pour déjà s'organiser. Et puis après, donc on passe à l'étape formation. Donc moi, en général, je préconise de créer une petite équipe avec plusieurs métiers. Donc ça va être styliste, modéliste, peut-être une personne dans le marketing, peut-être même un façonnier, pour valider le process et la solution. Et enfin, quand on a passé toutes ces étapes et qu'on est sûr qu'on peut y aller, qu'on est d'accord sur le choix d'éditeur, là, on va pouvoir déployer la 3D au sein de la société. Et donc ça, c'est l'étape 5. Et donc, au sein de l'étape 5, je préconise entre autres de mettre en place des bibliothèques bien avant de se lancer dans la création des modèles virtuels. Donc, on va commencer par les bibliothèques de forme qui sont au niveau des patrons, qu'on va catégoriser en fonction de la taille de base, par catégorie de produits, sous le bon format, puisqu'en fonction des éditeurs 3D, ça dépend du format. On peut avoir des XF, mais aussi des versions natives, des formats natifs, qui souvent sont liés à des logiciels 2D, 3D intégrés. Après, on a les bibliothèques de matières et de composants, qui sont ici. En général, je vous conseille de commencer par les permanents, donc les matières qu'on a toujours dans les collections, vos bases.
ainsi que les boutons. Pareil, on a toujours des boutons de base, des zips, des élastiques. On les a toujours dans notre cartouche. Et puis, on aura les avatars pour commencer la taille de base. Les poses qu'on souhaite pour les rendus et pour les essayages, puisqu'en fonction des poses, on peut voir où est-ce que ça va tirer, où est-ce que ça va poser problème et donc améliorer le bien-aller. Et puis les tailles utilisées en production. Je recommande aussi de bien déterminer qui seront en charge de la construction de ces bibliothèques. Donc, je vous ai marqué vers qui, en général, ces projets sont reliés. On va maintenant se focaliser donc sur la matière, de ce pourquoi vous êtes venu. Un tissu digital, c'est quoi? C'est tout simplement la représentation visuelle de la matière avec ses propriétés physiques intégrées. Quand on source une matière, au-delà de demander les MOQ, donc les minimums, son prix, les délais, on va aussi demander ses caractéristiques. Souvent, on a ces informations via la fiche technique ou sur le dos du rebrac. Donc, si on souhaite de plus amples formations techniques, c'est là qu'on va lancer un test en laboratoire. Pour un tissu digital, on a besoin de données techniques précises afin de rendre le visuel et l'aplomb de la matière au plus proche de la réalité. Là, donc le visuel va être super important pour le rendu global du modèle, mais les propriétés physiques, elles sont encore plus importantes parce que les logiciels 3D, ils ont besoin de calculer et de prendre en compte ce comportement pour vraiment avoir ce rendu qui soit comme le prototype physique. Ça nous amène donc à une question qu'on me pose souvent, c'est par où commencer? Donc en fonction de votre mode de fonctionnement, il y a différentes manières de constituer sa bibliothèque. Pour commencer rapidement, il y a des plateformes type marketplace. Donc là, attention, c'est pas du tout comme une plateforme standard comme on voit pour Première Vision, par exemple, où là, vous avez des catalogues, vous pouvez regarder les matières de chaque fabricant. Ces plateformes-là, elles ont vraiment des fichiers qui sont compatibles avec la 3D. Donc souvent, on s'inscrit, on a soit un accès par nombre de matières qu'on souhaite télécharger, ou alors on a un abonnement avec de l'illimité. Et ça permet donc de se mettre en contact directement avec les fournisseurs, de voir leur catalogue, de télécharger la matière qui va nous intéresser pour effectuer des essais dans le logiciel 3D. Et en fonction de comment on avance sur notre recherche, on peut commander les rebraques et même des métrages pour faire des tests physiques. Donc vous allez vraiment avoir la partie 3D et la partie physique. Donc grâce à ces plateformes, ça vous permettra donc d'échanger plus facilement avec votre fournisseur, parce que s'il n'est pas dessus, vous pouvez aussi l'inviter à se joindre dans votre collection, ou même à l'inciter à rejoindre ce genre de plateforme. Ça avance énormément de cette manière et ça vous permettra aussi d'essayer de nouvelles matières sur un modèle, sans forcément acheter de contre-type, parce que ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a en général, je ne sais pas combien de rouleaux en fin de collection qui ne servent plus. Et puis, ça permet aussi de développer des nouveaux coloris, par exemple, de faire des modifications de matière et de faire des développements avec votre fournisseur. Et pour plus tard, ça permet aussi de suivre les LabDeep pour certains. Là, pour le suivi des LabDeep, c'est plutôt avec DMX Cloud. Certains sont que compatibles avec un éditeur spécifique, notamment Swatchon est compatible que pour Clos. En revanche, pour DMX Cloud et Swatchbook, c'est la majorité des éditeurs. Clos, Browseware, Optitex, Assist, etc. Donc, si on souhaite par contre créer sa bibliothèque en interne, là, c'est vraiment nécessaire de passer par 2 étapes pour avoir une matière digitale. Donc la première, c'est de capter la texture de la matière. La deuxième, c'est de mesurer les propriétés physiques et donc je vais aborder ces 2 sujets. Donc là, on va rentrer en détail, sur le visuel de la matière, et j'ai essayé au mieux de simplifier les informations pour que ça reste le plus accessible, puisque la majorité, de vous, s'informe et apprend un peu plus sur, ce monde-là. Donc surtout, n'hésitez pas à me poser les questions dans le chat et puis, je reviendrai sur les slides, si besoin, pour la fin. Donc pour la première étape, je vous présente les scans dédiés à la 3D. Le tissu va être pris sous plusieurs angles, à la lumière. Donc c'est comme, il va être pris vraiment, sous différents angles et ça va permettre de générer des cartes de texture. Donc ça, c'est vraiment, une traduction, anglais à français puisque nous, dans le jargon de la 3D, on appelle ça des maps. Donc attention, donc en plus du scan, il faut absolument utiliser le logiciel qui est en complément, qui va permettre de générer ces maps.
puisque le scan, il va juste prendre la photo et le logiciel, il va générer donc toutes ces petites cartes. Et ça va vous permettre donc de récupérer la texture de vos matières et de créer son double digital. Par exemple, donc là, je vous ai classé les scans par budget, donc du moins cher au plus cher, sachant que ça va de environ 2 000 € à 250 000 €. Je vous laisse deviner lequel est le plus cher. Et le MetaView ainsi que le Visou sont entre à peu près 20 K et 35 K. Bien entendu, bon, bah, le TAC, c'est pas forcément un scan auquel on va se pencher. Ça dépend en fait de la marque. Certains peuvent se permettre, d'autres pas. En tout cas, il est possible de passer par des prestataires. Idem pour ceux-là. Bon, celui-là est quand même très accessible. Mais en tout cas, sachez que si vous souhaitez, vraiment investir dans un scan, et que vous optez pour, l'un de ceux-là, bah, par exemple celui-là comme on sait qu'il est extrêmement cher, on peut faire une demande de prestation. Mais sait-on jamais, peut-être que vous avez envie d'investir dans un TAC-7. C'est quand même la Rolls-Royce. Pour un rendu strictement visuel, il y a aussi des logiciels qui permettent une très grande créativité. Donc là, je vous présente Substance par, Adobe. Donc c'est assez, complexe, on le voit un peu ici. Ça, c'est vraiment la partie très créative. Après, il y a d'autres parties des logiciels où c'est un peu plus simple et ça permet de modifier, le rendu qu'on souhaite avoir. Ça part aussi souvent d'un échantillon physique scanné. En revanche, je mets vraiment je tiens à prendre, enfin, à ce que vous fassiez très attention parce qu'on est très, très vite tenté de créer et de quitter la réalité. Donc ça veut dire qu'on n'est plus en phase avec ce qu'on a chez le fournisseur. En revanche, c'est un logiciel qui peut être super intéressant si vous voulez obtenir un rendu final, hyper, créatif avec des jeux de lumière amplifiés par rapport au logiciel 3D qu'on a aujourd'hui. Donc après avoir scanné, la matière, d'avoir, travaillé un peu via le logiciel, on va générer donc des fichiers. Donc aujourd'hui les majorités des fichiers, c'est plutôt, les principaux sur le marché, c'est AXF et U3M. On en a aussi qui sont très spécifiques, qui sont exclusifs pour un logiciel 3D, par exemple Clos et le ZFab. En tout cas, moi, je vous présente ceux qui sont, qu'on peut utiliser dans plusieurs logiciels si besoin. Donc, vous avez le Appearance Exchange Format, qui est créé par X-Rite, qui est aussi, fait partie de Pantone, qui sont compatibles avec la majorité des logiciels, et qui est souvent, enfin, qui est normé, puisqu'il y a les coloris Pantone dedans, et c'est basé sur les couleurs spectrales. Ensuite, on a U3M, qui est Unified 3D Material, qui est créé par Browsware et Visou, et qui sont compatibles avec des logiciels orientés plus mode. Donc là, c'est vraiment un fichier qui est vraiment textile, alors que la XF peut couvrir beaucoup plus de secteurs. C'est un fichier open source et qui est basé sur les coloris RGB. Ils peuvent inclure donc, ils sont prévus pour inclure les propriétés visuelles et physiques, et c'est pas recommandé, mais après vous verrez que bon, je me contredis un petit peu, c'est pas destiné à être modifié pour rester au plus proche de la matière physique. Donc il faut pas normalement les modifier les maps. Donc là, on arrive vraiment dans le vif du sujet, ce sont les maps, et pour faire simple, on peut s'imaginer un fichier avec plein de couches comme un millefeuille, et c'est ça qui va créer votre matière, digitale au niveau visuel. Chaque couche donc est égale à une maps. Et donc, on va commencer par la première qui est la diffuse map. Donc, je vous ai fait un petit cliché, enfin, je sais pas, je suis assez visuelle et je me suis dit que c'était pour diffuse map égale couleur, donc c'est la palette du peintre. C'est là où vous allez mettre vos imprimés, vous allez changer le coloris de votre matière. C'est vraiment la photo à plat de la matière. Ensuite, vous avez la normal map, qui est toujours de ce type de couleur, qui s'appelle aussi la bump. Elle définit l'angle du reflet de la lumière sur le tissu. C'est cette map qui va donner la profondeur et la texture de la matière. C'est un peu pour voir les bosses de la matière. Ensuite, vous avez la displacement map qui vraiment va permettre d'approfondir les détails de la structure de la normal map. Donc, en général, ces deux maps, elles travaillent ensemble pour avoir ce rendu qu'on souhaite
qu'on souhaite obtenir. Et en général, il faut faire des petits réglages entre les deux. Il faut s'ajuster. Et il faut savoir aussi que la displacement map, elle sert aussi beaucoup pour les composants. Par exemple, vous allez travailler sur un patch, sur une boucle, vous allez permettre vraiment de pouvoir jouer sur le volume, puisque en général, les patchs, c'est assez volumineux et c'est important d'avoir ce rendu-là. Après, on arrive à la roughness map, qui correspond vraiment à la rugosité ou à l'aspect soyeux de la matière. Donc, c'est la dispersion de la lumière sur le tissu. Plus la matière va être rugueuse et moins elle va être brillante. En général, c'est aussi dans la réalité ce qu'on a. On va avoir ensuite la specular map. Donc là, c'est la réverbération de la lumière. Ça définit l'intensité de la lumière. Donc par exemple, pour un vinyle, on va avoir une roughness qui va être le plus soyeux, ce qui va donner vraiment de la brillance, et on va avoir une réverbération super, super accentuée sur cette partie-là. Et ces deux maps-là, elles sont aussi elles sont interdépendantes. Donc sur cet exemple-là, on voit une maille qui absorbe plutôt la lumière. Donc on ne va pas avoir la réverbération et donc la spéculaire, elle est opaque. Bon, pas très fun comme map. Mais en tout cas, c'est un peu, voilà, ça vous permet de définir, enfin ces maps-là définissent cette matière-là. Je n'arrive plus à jouer avec ma souris, voilà. Ensuite, ces maps-là, elles ne sont pas forcément utilisées, ça va dépendre en fait de la matière et aussi du rendu que vous souhaitez. La Metalness Map, bon, forcément, c'est l'effet métal. Vous avez la partie blanche qui va faire cet effet de lumière métal. Ça, c'est si par exemple, demain, vous décidez avec un fournisseur d'avoir une finition métal ou si vous avez même une boucle ou autre, vous pouvez donner cet effet-là. Et la alpha map qui joue aussi beaucoup sur la transparence de la matière. Donc, par exemple, on a un tulle. Ça fonctionne un peu comme les PNG. On va avoir en noir la partie transparente. Démontrer rapidement ce que sont les maps et on les retrouve dans les logiciels 3D comme suivant. Donc là, on importe souvent le fichier de la matière dans le logiciel 3D, soit via un bouton pour dire importer, qui va ouvrir une fenêtre, on sélectionne dans sa bibliothèque, soit en effectuant un drag and drop. Du coup, là, je vous ai montré un peu comment ça se présente. Ça sous-entend qu'on peut toucher un peu au bouton et régler. Alors qu'au début, je vous ai dit que c'est pas conseillé. Disons que c'est quand vous allez vous lancer dans la création de rendu, vous allez peut-être ajouter, même sûr, un environnement. Donc ça va être un fond pour mettre en scène, vous allez peut-être vouloir ajouter de la lumière pour mettre en valeur votre produit. Et donc, il est super important de pouvoir optimiser le rendu visuel de la matière pour l'embellir. Et c'est là que vous allez être amené à effectuer quelques réglages pour arriver à ce que vous souhaitez montrer ou mettre en valeur. En tout cas, ce que je recommande toujours, c'est de faire en sorte de rester toujours fidèle à la matière finale, puisque le but, c'est pas non plus de tricher de manière excessive, hein. Il faut quand même à ce que le consommateur final, le jour où il va avoir le rendu sur Internet et qu'il va retrouver son modèle entre ses mains, il faut quand même que ça reste le plus fidèle possible. Après, c'est ce qui est le plus dur, moi, je trouve, c'est de rester au plus proche de la réalité. Là, je vous ai fait un petit exemple récapitulatif pour les interdépendances entre la roughness, la specular et la metalness. Donc là, vous voyez que la roughness, elle est vraiment au max et la specular à 0 et donc on est sur une matière plutôt mate. Ensuite, j'ai ajouté un petit peu de spécular. La spécular, donc c'est la réverbération de la lumière et ça peut faire un effet un peu brillant. Là, je vais accentuer le spécular et j'ai vraiment enlevé toute la partie roughness. Et là, on a cette partie brillante. En revanche, comme j'ai une normal map qui montre une certaine rugosité de la matière, c'est pas comme le vinyle dont je vous avais expliqué dans mon exemple. Donc, on voit encore un peu l'aspect de la matière. Et puis ensuite, là, je vous ai ajouté la matière, enfin une finition métal pour vraiment vous montrer le contraste. Ça, c'est un petit jeu pour vous réveiller avant la partie technique. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. En tout cas, bon, j'ai posté avant-hier sur LinkedIn des photos de matière réelle et digitale. J'ai eu pas mal de commentaires, de réactions et pour le moment, je n'ai aucun qui a bon. Donc ce que j'aimerais, c'est de jouer avec vous aussi
Et j'aimerais savoir, pour vous, lequel est digital d'après vous? Est-ce que c'est le 1 ou le 2? Alors dans le chat, hein, je vais regarder. Est-ce que ça répond? Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter ta question? Excuse-moi, je répondais à un truc à côté parce que je fais jury en même temps sur un truc. Excuse-moi. Je voudrais juste savoir si Oui. d'après vous, le 1, est digital ou est-ce que c'est le 2? D'accord, très bien. Ouais. Et je vous propose donc de rentrer votre réponse dans le chat. Sauf si vous dormez tous. Et sauf si vous n'êtes pas joueur. Du coup, personne ne veut répondre? Si, tu as plein de réponses dans le chat, Alex. Oui, dans le chat, il y en a plein. Mince, mais j'en ai pas moi. Je vois pas du tout. Bah, moi, je voulais répondre de tout le monde en fait. C'est filtré. Ben, j'ai 0 réponse. Bon bah ok, on va me rassurer. Sinon, on peut le dire à l'oral, mais ça, on peut le dire à l'oral, mais ça va être compliqué. Carmel, est-ce que tu peux me donner un peu le Ben, résumé de... moi, je dirais 50-50. D'accord. Alors, il y a 50% qui ont répondu 2 et c'est celui qui est digital. Et le vrai, c'est le 1. Bon, alors celle-ci, vous dites quoi? Lequel est digital, le 3 ou le 4? Je vous laisse répondre et puis bah du coup, Carmel, je te laisserai me dire. Je dois avoir un souci de... Moi, j'ai pas d'image. Hein. J'ai que 1 et 2 là. Ouais. Ouais, le slide n'est pas passé. Ah, ouais. Si, moi j'ai le slide. Ah, Moi, nous, je l'ai on l'a, pas. on a plus de chance, nous, on l'a. Ah. Il y a beaucoup de 3. Pourtant, j'ai un PC rapide, mais moi, je l'ai pas. Ah, là, je vois. Très bien. 3, 3, 3. Ouais. 3, 3, 3. Bah, je vous suis par, je vous suis 3, par mon 3. téléphone, du coup, je sais pas y est. pourquoi il marche pas. Ouais, il y a beaucoup de 3. Je vois quelques 4. Bah, c'est le 4 qui est digital. Et une dernière, est-ce que pour vous, le 5 est digital ou est-ce que pour vous, c'est le 6? C'est chaud. 5, 5, 6. Les 2. 5, 5, 5. Ouais, celui-là, il était un peu plus difficile. Effectivement, c'est le 5. Le 6 est une vraie matière. Moi, je dirais quand même 50-50. Bon, bah, au moins, ça me rassure, tout le monde est réveillé, je ne vous ai pas endormi. Bah, en fait, c'est pas évident hein, parce que c'est tellement bien fait que franchement, entre le vrai et le faux, Ouais. c'est super dur à trouver. Quoi. Bah, ça montre vraiment que c'est bluffant et que Ouais, c'est impressionnant. Ouais, parce que entre là, un vrai et un digital, ouais. bah voilà, si c'est bien scanné et que tout est bien fait comme il faut, bah voilà, on a ces résultats-là. Ouais, c'est impressionnant, j'avoue. Donc du coup, je passe aux propriétés physiques où là, on rentre vraiment dans l'information du comportement de la matière. On va dire que c'est là où on est entre laboratoire et informations qui peuvent être données par le fournisseur. Ça dépend jusqu'où on veut aller, mais de manière générale, on a besoin un peu d'informations un peu plus techniques. Donc, on va avoir les informations standards, donc, qui sont type poids, épaisseur de la matière, sa compo. Et puis, on va partir dans les réactions de la matière. Donc, ça va inclure l'élasticité, sa torsion, comment est-ce qu'il réagit quand il y a une friction. Par exemple, quand on a plein de godets, comment est-ce que la matière va glisser sur elle-même. Son comportement, est-ce que c'est un tissu nerveux, est-ce qu'il est rigide, est-ce qu'il a un drapé. Enfin voilà, c'est vraiment tout ça, c'est hyper important à prendre en compte puisque ça va avoir un impact sur le volume et la forme du modèle. Donc c'est primordial d'avoir ces propriétés physiques. Pour obtenir ces informations, en fonction du logiciel que vous allez utiliser, il y a plusieurs approches. Donc soit vous passez par l'éditeur,
qui va effectuer ces tests en interne ou en laboratoire pour faire des prestations de services. J'avoue qu'aujourd'hui, les prestataires type laboratoire sont pas encore au fait de ce qui se passe avec la 3D et aussi parce qu'on n'a pas encore de normes. Mais ça, j'y reviendrai juste un petit peu après. En revanche, vous commencez à avoir pas mal de prestataires de services spécialisés dans le scan et dans les propriétés physiques des matières. Je sais qu'il y en a aujourd'hui en Turquie, il y en a un en Portugal, il y en a un qui va peut-être pas tarder à arriver en France. En tout cas, moi, je l'espère. Et puis, il y en a beaucoup plus forcément en Asie et aux États-Unis. Ces informations, on peut aussi les avoir via le Clos Fabric Kit pour ceux qui ont Clos et Browseware, par exemple. Et on a aussi le même genre pour Optitex et Assist. Ces informations, elles vont être enregistrées donc, dans le fichier comme le AXF ou le U3M. Donc, ça va vraiment, c'est là où on va rejoindre les informations visuelles et avec les propriétés physiques. C'est là où, effectivement, j'aborde le sujet des normes au niveau des tests. À ce jour, ces prises de mesure, elles ne sont pas normées. Moi, perso, ça me pose problème. Pourquoi? Parce que quand on intègre la 3D, et qu'on arrive à ce sujet-là, certains vont avoir des usines un peu de part et d'autre, comme majorité de marques, et qui vont leur demander dans leur process à ce que ce soit l'usine qui prenne ces mesures-là. Si on n'est pas dans un test normé, ça sous-entend qu'on est dans un environnement qui va être variable. Et donc, les données ne vont pas forcément être les mêmes. Si par exemple, on va faire ces tests au Bangladesh, il ne va pas avoir le même taux d'humidité que si on fait un test en France. Et donc, ça peut jouer dans les données et on ne va pas forcément avoir le même comportement, comme la rétractation, etc. etc. Moi, ce que j'espère, c'est que dans un avenir proche, les éditeurs abordent cette discussion de manière un peu plus transparente et qu'ils puissent dire, bon, ce test-là qu'on fait dans le Clos Fabric Kit ou dans le Browseware, c'est égal à ce test normé qu'on peut utiliser dans un laboratoire. Ça, c'est ce qu'on voit. Où est-ce qu'on les trouve dans les logiciels. Et je m'attends à ce qu'on me dise comment est-ce qu'on fait si on a trop de matière, on ne va pas passer sa vie à scanner tout ça. J'en connais quelques-uns. Et c'est sûr que ce n'est pas viable. Donc, si par exemple, vous travaillez sur du denim et que vous avez des poids divers et variés, vous allez avoir du 180, du 200, du 230, du 250, etc. Moi, ce que je préconise, c'est vraiment de trouver le poids qui va permettre de faire un entre-deux. Admettons, vous avez le choix entre du 200, 230, 250. C'est de sélectionner le 230. Pourquoi? Parce que une fois que vous aurez scanné le 230 grammes, vous aurez un petit peu de différence, mais pas tant que ça sur du 200 et du 250. En revanche, vous avez les propriétés physiques. Et après, moi, ce que je ferais, perso, ce serait d'aller dans le logiciel pour modifier un peu le poids pour se rapprocher un petit peu. Ça ne va pas forcément impacter sur cette partie-là. Donc, mais bon, c'est un peu l'alternative qu'on peut avoir afin d'éviter de tout scanner à 100%. Pourquoi c'est important de scanner, de faire les propriétés physiques et tout et tout? Déjà, si on scanne sous haute définition, qu'on prend le temps de vérifier la mise au rapport de la matière. La mise au rapport, ça veut dire de pouvoir repérer là où il y a les répétitions pour éviter d'avoir des petits carrés et du coup d'avoir un rendu super joli et réaliste. Ça va vous permettre donc d'exploiter ces visuels en marketing, de pousser vos modèles sur du e-commerce par exemple, et tout simplement de pouvoir l'utiliser sur tout le circuit du produit que je vous avais montré en tout début de cette présentation. Un petit exemple de matière avec un bon et un mauvais rendu. Les raisons d'un mauvais rendu, c'est que la scanner n'a pas été bien scannée. Il y a une mise au rapport qui est non correcte. Les maps n'ont peut-être pas été activées. Ou lors de l'export avec le logiciel 3D, la résolution elle n'a pas été assez élevée. J'ai une personne qui a son micro qui n'est pas coupé. Ce serait, s'il vous plaît, très gentil de le couper pour l'enregistrement. Je vous remercie. Il y a un autre aspect aussi qui est super important, c'est la partie technique qui vraiment n'est pas négligée, surtout si l'un de vos objectifs est de réduire le nombre de vos prototypes, c'est-à-dire les essayages.
Donc, si les prototypes physiques sont idem que la matière réelle, donc vous aurez la possibilité d'effectuer vos essayages sur vos avatars et d'ajuster en instantané votre patron avec la bonne matière. Dans la vraie vie, aujourd'hui, en collection, c'est là où on perd beaucoup de temps. Par exemple, quand on va lancer le premier proto, souvent, on va faire ça soit dans la matière qu'on a, soit dans celle qui est la plus proche. Bref, on fait avec ce qu'on a. Et du coup, on va faire des modifs de patronage avec le premier proto qui n'est pas forcément dans la bonne matière. Et donc, souvent, ce qui se passe, c'est que au P2, on est obligé de remodifier son patron, d'annuler sa retouche, etc., etc. Alors que là, vous avez votre matière qui est déjà bonne et donc ça vous permettra de partir sur vraiment de bonnes bases. Et ça va vous permettre aussi de faire les premières modifs qui vous sautent aux yeux et vous éviter de faire ces P1, P2, P3, P5, P6, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment super important. Du coup, comme le combiné utilisation logiciel 3D et Teams, c'est pas forcément le mieux, je vous ai fait un petit film pour vous montrer ce que ça donne quand on fait des tests avec les propriétés physiques. Donc là, je vous ai mis une matière, un 100% coton de 340 grammes au mètre carré, qui est non stretch, qui a un chaînet tram. Et là, je le mets sur ma petite robe. Donc, j'ai lancé ma simulation. Si, voilà, on commence à voir, je ne sais pas si vous commencez à voir l'effet. Ça va gonfler, puisque forcément, la réaction de cette matière, elle fait que elle va, avec ses plis, ça va donner beaucoup de ronds au niveau de la jupe. Ça va permettre déjà de voir un peu les premiers défauts en tant que modéliste. On va pouvoir tout de suite vérifier ce qui va pas. Un premier jet. Et on va ensuite mettre la pressure map, qui est une carte qui vous permet donc de partir sur, qui va vous permettre de montrer où est-ce que ça va comprimer sur le corps. Donc là, vous avez la petite flèche où on voit sur la poitrine, c'est jaune, orange, et c'est au niveau de l'échelle. On est sur du blanc quand tout va bien, du bleu, bon, ça, il n'y a pas de souci. Là, il faut commencer un peu à voir si ça peut éventuellement poser problème. Et puis, au fur et à mesure qu'on monte, là, ça devient de plus en plus problématique. Donc, ce qu'on voit, c'est que ici, on est plutôt serré au niveau de la poitrine. On voit quand même qu'il se passe des choses au niveau du dos, au niveau de l'épaule, au niveau peut-être des coutures princesse. Et donc, éventuellement, modifier le patronage en fonction. On passe ensuite à une autre matière parce qu'au niveau stylistique, on a décidé qu'avec ce patron-là, on veut passer dans un jersey 100% coton avec du 180 grammes mètre carré. Le truc courant. On part sur la même base de patronage parce que on ne sait pas ce qui va se passer, même si on a une petite idée, mais bon, en général, on procède un peu de cette manière. Et là, ce qu'on voit, c'est que forcément, un jersey, il va s'alourdir puisqu'on a pas mal de volume au niveau de poids, au niveau de la jupe. Ça va tirer au niveau du corps. On va voir que les plis vont un peu plus s'écraser. Ça change quand même la forme du modèle. En termes de patronage, si on met la pressure map, donc c'est là ce qui permet de montrer la compression sur le corps, on va voir que là, on est plus sur du bleu-vert. Bon, c'est pas si mauvais que ça parce que la matière, elle est stretch, donc ça va pas poser autant de problèmes. En revanche, peut-être que le patron de base, il est peut-être pas forcément parfait. Il y a peut-être des petites choses à refaire parce que si on passe en gradation, peut-être que là où c'est vert et bleu, ça va poser un peu plus de problèmes. Donc ça, c'est vraiment l'importance des propriétés physiques. C'est vraiment pour qu'on puisse aller au-delà du visuel. À cela, je vous ajoute donc on a vu la pressure map, donc c'est ce qui montre, ce qui comprime sur le corps, donc là, comment la matière elle réagit, et on va travailler aussi avec la tension map. Là, c'est ce qui montre la tension exercée sur la matière. C'est vraiment deux choses différentes. Pour ce faire, je vous montre cet exemple. Par exemple, vous avez cette robe qui est donc un chaînet tram, un peu type très près du corps, et puis un legging de sport. On voit que les couleurs sont à peu près les mêmes. On est sur du jaune-rouge. Ça veut dire qu'au niveau de la compression sur le corps, c'est relativement serré. Donc, à voir en fonction de la matière. On voit aussi donc la tension map, c'est un autre type de grillage. C'est ce qui est carré là. Vous allez voir un petit peu que c'est orange aussi. Donc, c'est qu'il y a peut-être un besoin d'agrandir.
En revanche, sur le legging, on voit aussi que c'est jaune. Donc, est-ce que ça vaut vraiment, est-ce que c'est la même problématique que cette robe? Ben non, puisqu'en fait, c'est une matière technique qui est stretch et qui demande, par rapport à la catégorie de la matière, un besoin de soutenir le corps pour garder la chaleur, pour faire évaporer la transpiration, pour faire circuler le sang, enfin voilà, pour ces propriétés-là. Et donc, peut-être qu'au final, le fait d'avoir du jaune au niveau de la pressure map, ça indique que bon, bah, c'est là où nous, on souhaite avoir cette pression et que ça atteint le niveau qu'on souhaite. En revanche, si on part sur du rouge, là, peut-être, ou même sur du orange, on pourra se dire, bah non, il faut agrandir au niveau du legging parce que c'est vraiment trop serré. En tout cas, c'est vraiment important au niveau des matières digitales. C'est vraiment si vous souhaitez aller jusqu'au bout, c'est-à-dire les essayages en 3D. On arrive à la fin de notre webinaire et je voulais vous montrer un peu les bonnes pratiques en mode projet avant de choisir, avant de partir dans cette aventure. Là, je reste sur le sujet des matières digitales, mais ça permet d'avoir à peu près les mêmes questions de manière globale. Vous pourrez donc utiliser cette liste pour les patrons, même pour l'organisation en amont. Donc, il faut se poser les bonnes questions avant de choisir le scan ou bien une plateforme de matière ou bien de dire qu'on va partir avec un prestataire. Est-ce que les matières qui vont être scannées vont être scannées au même endroit ou dans plusieurs pays, par exemple? Est-ce que cette bibliothèque, elle va demander beaucoup de travail au début de chaque saison? Ou est-ce que plutôt, au début, vous allez énormément travailler sur vos matières de base et puis après, ce sera peut-être quelques matières? Ça, c'est important de savoir parce qu'il faut savoir combien de temps on va mobiliser un collaborateur. Et savoir finalement qu'est-ce qui est mieux. Et où est-ce qu'on va stocker cette bibliothèque? Est-ce que ça va être sur un serveur, sur un cloud? Ou est-ce qu'on va pouvoir ensuite utiliser toute cette partie-là pour aller dans le circuit du produit? Parce qu'il y a toute une architecture à construire à la suite de ça. Prenez le temps aussi d'écrire votre process macro. Qui fait quoi? Quand? Comment? Quelle procédure à suivre pour avoir vraiment des données précises et complètes. C'est important d'avoir ce process bien écrit et aussi, ça permet aussi de voir la charge de travail de chacun dans chaque département. Est-ce que finalement, dans les achats, c'est mieux qu'on mette le scan ou finalement, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit à l'endroit où on fait les coupes? Enfin, c'est un exemple parmi d'autres. Il faut surtout aussi ne pas oublier que les personnes qui vont prendre en charge la création des bibliothèques, elles vont devoir apprendre de nouvelles compétences. Donc, il faut leur laisser le temps de s'approprier ces nouveaux outils. Donc, il faut leur libérer du temps pour ce projet. C'est vraiment un projet à part entière. Et pour finir, votre process va se peaufiner au fil des saisons. Donc, il faut forcément réajuster pour s'améliorer et puis pour avoir une belle bibliothèque ainsi que les autres bibliothèques affiliées à la 3D. Donc la conclusion, pour de vrai, c'est vraiment celle-là, je vous dirais de ne pas partir tête baissée dans vos créations. Prenez d'abord le temps. Je sais que ça peut être très très long pour les impatients, mais vous verrez que vous irez beaucoup plus vite par la suite dans votre projet et que l'intégration va se faire aussi beaucoup plus rapidement au sein de votre société. Voilà, j'arrive à la fin donc, de ce webinaire. On va arriver aux questions-réponses et du coup, je vais regarder sur mon téléphone pour savoir vos questions. Parce que j'ai toujours pas de... Je sais pas pourquoi. J'ai toujours pas de visuel. Ok, j'avais pas de questions. Est-ce que vous souhaitez me les poser en live? Ou est-ce que vous souhaitez me poser une question et que je revienne sur une slide? Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Parce que j'entends personne et je vois pas du tout les... T'as deux questions. Oh, allez-y. J'ai posé la question sur le Oui, channel, mais est-ce qu'on a une idée du pourcentage de fournisseurs qui sont capables de fournir des fichiers AXF ou U3M?
Alors, AXF, ça dépend en fait du scan qu'ils vont utiliser et comment ils sont équipés. Il y a pas mal de fournisseurs asiatiques qui commencent à être très opérationnels puisque la majorité sont quand même des fournisseurs de textiles sportswear. Et ils se rendent compte aussi que ça a un impact assez énorme dans la prod. Ça veut dire qu'ils vont avoir aussi un échange beaucoup plus important avec leurs clients. En termes de fournisseurs européens, en Turquie, ça commence à prendre. Portugal, ils sont derrière la Turquie. En revanche, en France, on est à la ramasse totale. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de centre on n'a pas on n'est pas du tout en avance sur la 3D. On a environ quelques années derrière les Américains, derrière les Asiatiques, derrière aussi quelques usines basées en Turquie. Et forcément, ça va ensemble. Plus les clients finalement vont être intégrés 3D, plus ils vont être obligés de suivre, puisque ça va de soi. S'ils sont sur des plateformes de matière ou s'ils sont déjà intégrés à la 3D, ça va fidéliser le client et ça va l'encourager vraiment à développer avec eux plutôt que d'aller, je vais aller voir ailleurs. Et puis voilà. Donc voilà, aujourd'hui on en est là. Comment gérez-vous les modèles avec plusieurs couches de textile? Alors, vous allez avoir par exemple une veste tailleur, vous allez avoir la matière tissu 1, donc vous allez avoir dans votre logiciel 3D le tissu 1. Ensuite, vous allez avoir dans votre patron le lining, donc c'est la doublure. Vous allez avoir sur votre patron la doublure et donc vous allez mettre votre doublure en tissu sur le patronage de la doublure. Et donc, vous allez générer plusieurs couches de textile. Ensuite, vous avez la possibilité d'aujourd'hui d'ajouter les thermos. Donc, si par exemple, vous avez une veste qui est thermocollée en plaque, beaucoup commencent, Clos par exemple, à intégrer la lanière de Picardie. C'est très récent, c'est très nouveau, mais ça vous permet justement d'utiliser le thermo que vous avez l'habitude d'utiliser sur votre matière et de voir le rendu. Donc, c'est vraiment, c'est assez exponentiel comme progrès. Ça commence comme ça, puis ça va venir comme ça. Plus vous allez être à fond dans la 3D et plus ça va faire, ça va jouer dans l'évolution face aux fournisseurs matières. Quel investissement minimum est nécessaire pour pouvoir utiliser cette technologie de la part de Timeline? Vous parlez de la 3D en elle-même? Si vous parlez de la 3D en elle-même, ça va dépendre de la technologie de logiciel 3D que vous allez utiliser. Il y a tous les prix. Allô? Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est oui. ça. Ouais. Vous avez, ça dépend si vous êtes indépendant, si vous êtes une entreprise, du nombre de personnes que vous souhaitez former, mais ça va être une fourchette assez large et c'est en relation, enfin, c'est souvent personnalisé par rapport à votre profil. Donc, je pourrais vous en parler un peu plus si j'ai plus d'informations en off, si vous le souhaitez. Ensuite, j'ai Arnaud. Je suis fournisseur de tissus. Ah, c'est cool! Les matières, une fois digitalisées, sont-elles compatibles avec tous les logiciels de 3D? Ça dépend avec quel logiciel vous allez utiliser. Je ne vais pas pouvoir avoir de logiciels différents pour chacun de mes clients. Alors, par exemple, vous avez le U3M qui va être accessible pour Browseware forcément, mais de plus en plus, par exemple, Clos va commencer à accepter du U3M. Parce qu'ils savent très bien que s'ils refusent, c'est compliqué de pouvoir rentrer dans ce truc-là. Donc, AXF, je l'ai testé dans Clos. Browseware, mais il y a des petits bugs qui se font. Je sais que Assist, Optitex, il n'y a pas de souci sur les deux. Normalement, il n'y a pas forcément de problématique puisque le U3M est un open source. Après, c'est comment rentrer les propriétés physiques. Des fois, il y a des petits ajustements à faire. En revanche, ça s'applique avec le fournisseur de logiciels 3D aussi. Donc, en tant que fournisseur matière, je dirais que déjà, si vous partez sur du visuel pour commencer, et puis tout doucement, rentrer quelques données comme le poids, l'épaisseur, le stretch peut-être, je ne sais pas jusqu'où vous allez dans votre fiche technique, mais peut-être voir un accord avec votre labo
pour entrer le plus de détails possible. Certains logiciels, par exemple DMX Cloud, a cette nouvelle technologie qui va vous permettre de traduire les données qui ont été faites en laboratoire. Je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous dire si ça marche à 100% ou s'il y a encore des choses à moduler. Swatchbook, en revanche, demande à ce que ses fournisseurs rentrent toutes les données nécessaires et va traduire le logiciel du fournisseur pour Clo, pour Browseware, pour Optitext, pour chaque fournisseur. Donc, si vous passez par une plateforme, normalement, vous n'aurez pas à vous soucier de ce genre de traduction pour chacun des logiciels. Avez-vous d'autres questions? Ça fuse. Je suis obligée de regarder sur mon téléphone, je suis désolée. Je crois que c'était quid de l'enjeu des produits avec le rembourrage comme le duvet. Alors, le duvet, on a une option dans la 3D qui permet de faire grossir ou enfin de faire du puff, enfin du puffy. Donc vraiment, quand on veut jouer avec la doudoune, on peut avoir le rendu. En revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore avoir cette estimation exacte et c'est là où on va jongler avec le fournisseur où on dit voilà, je veux ce rendu-là. Lui va estimer combien de plumes il doit injecter dans sa doudoune, enfin dans la matière doudoune. Et ça, c'est un ajustement en général qui se fait aussi par rapport aux différentes informations que le fournisseur va avoir et vous allez donner tout ça grâce au visuel. Je vais répondre à une dernière question parce que je vois que le temps est passé très vite. Je pensais que je n'avais pas assez à vous donner. Puis finalement, j'ai beaucoup parlé, donc j'espère que c'était pas trop lourd. Une dernière question? En tout cas, si vous souhaitez me poser d'autres questions qui sont beaucoup plus spécifiques à votre organisation ou liées à votre marque, vous pouvez me contacter via ce mail ou via LinkedIn, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas, je répondrai volontiers. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pu répondre à vos attentes. Je vous remercie énormément d'avoir participé à ce webinaire jusqu'au bout. Et du coup, je vous souhaite une très belle journée qui est un peu ensoleillée, j'espère pour la majorité d'entre vous. Puis je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. N'hésitez pas à me donner des sujets aussi si vous souhaitez aborder des questions spécifiques à la 3D. Je verrai en fonction du nombre de personnes qui me posent le même genre de questions pour pouvoir générer un nouveau webinaire. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée.